Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous accompagner pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020, au programme ce soir. Anaïs Caradeux nous expliquera tout sur le backcountry grâce à son expérience et sa nouvelle web-série. On va s'amuser et apprendre en même temps grâce aux émoticards de Patrice Iacovella et Vincent Poirier de BD Fugazi nous présentera sa sélection de BD du mois. À 18h30, c'est votre journal. Ce soir, nous nous intéressons à l'impact du coronavirus dans les domaines skiables. Et puis ensuite, suite et fin de notre série de la semaine, rencontre avec Michel Amoudru, maire de Vétra-Mantoue, qui quitte ses fonctions. Voilà pour le programme du journal. Place maintenant à Accès Direct et place à Anaïs Caradeux. Je vous en prie. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Merci de m'accueillir. Alors Anaïs, comment vous présenter en quelques lignes? Vous êtes vice-championne du monde de halfpipe, 2 fois finaliste olympique de la même discipline, 4 fois championne des X-Games en halfpipe. Rien que ça m'impressionne énormément ce soir. Vous avez près de 15 ans de carrière professionnelle et vous avez décidé de prendre votre retraite il y a maintenant 1 an. Tout pile presque. Ça va? Ça va. Ça se passe bien? Retraite dorée, active. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir. Effectivement, c'est une retraite très très active. Dans une vidéo qui date maintenant de 2019, vous expliquez que depuis toute petite, votre vie était rythmée par le ski. Vous mangiez ski, vous dormiez ski, vous entraîniez ski. Ça ne laisse pas un vide, là, d'un coup, quand on arrête? Bien sûr, il faut se redéfinir en tant que personne, auprès de ses amis, mais même en tant que nous-mêmes. Et voilà, c'est ce que je cherche à faire aujourd'hui. Il faut être entouré dans ces moments-là? Oui, la famille, c'est très important. Et puis rencontrer de nouvelles personnes, ouvrir nos horizons, c'est ce que je cherche aujourd'hui. Vous regrettez ou pas cette décision? Parce que 28 ans, c'est vrai, quand on part à la retraite, alors pour les sportifs, effectivement, c'est un petit peu différent. Il y a eu un soulagement au début. Après, il y a le moment, est-ce que je l'ai vraiment fait? À 3h du matin, où tu es en train de regarder ton plafond et tu te dis, c'était la bonne décision. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'en suis contente. La route est encore longue et ça ne se fait pas du jour au lendemain, la reconversion, mais c'est intéressant. Mais ça se passe bien apparemment, ouais. Et donc comme toute grande sportive, ce n'est pas parce qu'une carrière s'arrête que vous aussi, vous vous arrêtez. Au contraire, vous avez décidé de vous lancer dans le backcountry. Alors, pour que les choses soient bien claires, qu'est-ce que c'est? Alors le backcountry, c'est un mélange entre le freestyle, donc ce que je faisais avant, et le freeride, descendre des pentes enneigées en milieu naturel. Donc en fait, on amène les figures qu'on fait sur les snowparks en hors-piste. Vous n'êtes jamais loin des skis, finalement? Ah, j'en suis toujours sur mes skis. Alors, vous vous arrêtez pas là, puisque en plus de l'apprentissage du backcountry, vous êtes lancé le défi de réaliser une web-série. Le titre, il est assez simple, Backcountry 101. Grâce à cette série, on découvre votre apprentissage, du coup, de cette discipline. Et apparemment, c'est pas si simple que ça. Non. Je me suis un peu lancée dans le truc avec des amis qui m'ont emmenée faire du backcountry. Je me suis dit, c'est vraiment cool. C'est une carrière, post-carrière que beaucoup d'athlètes ont suivi dans ma discipline. Et je me suis dit, mais en fait, j'en vois pas assez... des gens débutés. Je ne savais pas trop comment il fallait faire. Il faut se trouver des amis qui veulent bien vous emmener hors piste. Enfin, c'est un autre univers. Voilà, un autre univers, un autre challenge. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à apprendre, laisser les gens apprendre avec moi, les emmener dans mon univers, les emmener dans mes aventures et espérer peut-être créer de nouvelles vocations pour certains et certaines. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Le challenge. Parce que c'est vrai que, voilà, après moi, je viens de la compétition, donc l'idée étant d'atterrir sur le Freeride World Tour un jour. Pour ça, il faut que je m'entraîne et que je travaille encore énormément. Il y a quand même encore l'idée de compétition. Ouais, c'est toujours en tête. Enfin, je suis une compétitrice dans l'âme, je le sais, et c'est ça qui me permet de me booster et de me motiver tous les jours. Donc voilà, c'est dur, même dans certains épisodes, je dis. Oui, c'est compliqué, voilà, mais c'est toujours très intéressant. Puis c'est une super expérience le soir quand on rentre et qu'on se dit oh, j'ai fait ça. Je ne pensais pas que j'étais capable et je l'ai quand même fait. Et donc grâce à cette série, vous faites le tour du monde, Ouais. que vous faisiez déjà avec les compétitions, effectivement, pour rencontrer effectivement différents acteurs. Voilà, deuxième passion, le voyage, la découverte de nouveaux horizons et de personnes, certaines que je connaissais déjà du freestyle.
et qui, elles aussi, ont fait l'évolution dans le backcountry, dans le freeride. Et d'autres, finalement, comme Tommy Lamiche, par exemple, que je rencontre à travers ces aventures et qui me font rêver, quoi. J'ai envie de pouvoir les suivre un jour. Alors, dans la web-série, vous évoluez vraiment étape par étape, hein, épisode par épisode. Oui. À chaque fois, c'est une thématique différente. C'est important, ça, de séquencer un petit peu. J'ai voulu démystifier, en fait, tout ce hors-piste, backcountry. D'une, parce que c'est devenu de plus en plus accessible avec des skis qui s'améliorent et qui nous permettent tous maintenant d'aller en hors-piste. Donc il fallait que je donne aussi un peu la direction en disant il faut se préparer aux avalanches, aller se former au risque en montagne. Et après aussi voilà, de décortiquer chaque étape pour peut-être créer un peu cette voie qui peut peut-être s'ouvrir, enfin qui est en train de s'ouvrir, mais vraiment réussir à la décortiquer au mieux pour qu'elle soit plus facile à pratiquer pour les futures générations, on va dire. C'est difficile d'être devant la caméra ? Devant la caméra, non, ça, j'avoue, je l'ai souvent été. C'est d'être devant et derrière en même temps, parce que comme j'ai pas de sponsor, c'est moi et ma GoPro, mes économies qui partons à l'aventure. Donc je réalise tout. J'ai quelqu'un qui m'aide au niveau du montage parce que voilà, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours cet été pour savoir monter, mais il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc du coup, je passe ça entre les mains d'un ami qui finalise les montages pour pas que ça soit trop amateur. En tout cas, c'est très réussi. De ce que j'en ai vu du premier épisode, en tout cas, j'ai complètement accroché. Donc, bravo. Merci. Où est-ce que nos téléspectateurs, du coup, peuvent retrouver cette web-série ? Alors, sur Instagram, sur ma page Instagram, Anaïs Cara2, et sur la IGTV, en fait. C'est la version télé de Instagram où on peut mettre des programmes un peu plus longs. Mais c'est déjà sur mon mur présenté directement, si vous y allez. Il y a combien d'épisodes déjà disponibles ? Là, il y en a 4. Il y a le 5e qui sort dimanche. Vous allez en faire combien ? Alors, pour l'instant, j'en ai 6. J'aimerais réussir à en faire 7 peut-être. Mais voilà, déjà la saison touche à sa fin. Donc voilà, mais après, c'est une aventure qui va, j'espère, se suivre et se poursuivre l'hiver prochain. Et même cet été, si je peux vous faire découvrir d'autres sports, le décliner sur d'autres thématiques. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, Anaïs. Merci beaucoup d'avoir été ce soir avec nous. Merci pour votre accueil, c'était vraiment cool. Super, je vous laisse rejoindre la régie. On va jouer avec notre prochaine invitée, Patrice Iacovella. Bonjour. Bonjour Clémence. Je vous laisse vous installer. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes sophrologue spécialisé pour les enfants et créateur d'émoticartes. Les émoticartes, pour faire ça rapidement, c'est un jeu de cartes qui permet aux enfants et aux parents aussi de mieux comprendre et de gérer leurs émotions. Vous aviez déjà sorti 2 premiers jeux. Exactement. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque vous avez créé un nouveau jeu émoticartes pour les enfants. Le but de ce dernier, donner les clés aux jeunes pour la préservation de l'environnement grâce à leurs émotions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Tout un programme. En effet, donc il existe à ce jour 3 jeux. Donc il y a les émoticartes pour les enfants, pour aider les enfants à gérer leurs émotions. Il existe les émoticartes pour les parents, pour aider les parents à gérer leurs émotions. Et plus récemment, les émoticartes nature. En fait, c'est 30 jours, 30 défis pour sensibiliser les enfants, mais pas que les enfants, à la protection de l'environnement grâce à leurs émotions, en fait. Alors, par exemple, moi, j'ai envie de tirer une carte. Alors, pour voir quel défi est-ce que je vais avoir. Alors, j'en prends une au hasard. Hop. Je préfère les douches au bain, tout simplement. Tout simplement. C'est vraiment des petits défis qui sont tout simples, qui peuvent être même logiques dans un quotidien. Et qui permettent aux enfants de prendre du plaisir à les faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est de faire des défis grâce à leurs émotions, parce qu'on part du principe que ce que font les enfants par obligation, c'est jamais fait avec le cœur, c'est très souvent fait à contre-cœur, alors que quand c'est fait avec les émotions, au contraire, on les fait avec le cœur et on prend du plaisir à les faire, à les partager, et on peut même en ressentir de la fierté. Et en plus de ça, je vois juste derrière qu'il y a en plus une petite note explicative. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre une douche plutôt qu'un bain ? Et voilà, tout à fait, avec des mots simples qui peuvent être compris par des enfants à partir de 6-7 ans, et vraiment pour leur donner le pourquoi du comment et l'intérêt de réaliser ce ou ces défis. Est-ce que vous pensez que c'est donc grâce à ces jeux que les enfants d'aujourd'hui deviendront des adultes éclairés et écolos de demain ?
Ben, j'espère. En tout cas, c'est une petite pierre que nous, on donne aux enfants pour leur montrer que ce n'est pas très compliqué de prendre soin de sa planète. En prenant soin de sa planète, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et je dirais que c'est vraiment la première marche pour un beau parcours pour leur avenir et leur planète. Enfants et parents, bien sûr, Enfants et peuvent parents, jouer tant qu'à faire, ensemble. bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il nous fait faire des économies, ce jeu? C'est le but aussi. Par exemple, on prend ce défi. Pourquoi il vaut mieux prendre une douche qu'un bain? Parce qu'on utilise moins d'eau et du coup, on fait des économies. Et dans la plupart des défis qu'on propose, eh bien, c'est associé à la fois à la protection de l'environnement et à la fois avec des défis financiers pour faire des économies. Les cartes, quand même, il faut le dire, sont imprimées avec de l'encre végétale et sur du papier recyclé. Vous avez poussé la démarche jusqu'au bout. Bah oui, tant qu'à faire, aller jusqu'au bout, montrer l'exemple pour donner envie aux autres de le faire. Alors, le concept à retenir, si j'ai bien compris, c'est que si chacun de nous se mobilise à son niveau, on peut changer les choses. Exactement, on peut faire des grandes choses en partant d'un premier pas. Alors, vous avez un objectif, aider plus d'1 million d'enfants à s'épanouir avec ces émoticartes. Combien d'exemplaires vous avez déjà vendus ? Alors, à ce jour, en 3 ans, nous avons vendu 15 000 exemplaires dans 35 pays, en langue française uniquement. Là, on est en train de se développer justement pour aller à l'international. Et puis, on est en train de faire une levée de fonds aussi. On recherche des investisseurs justement pour nous aider à avoir plus de visibilité. Vous avez envie d'aller jusqu'où ? Le plus loin possible. Il y a tout à faire avec les émotions, avec les enfants, avec la protection de l'environnement, donc le plus loin possible. Alors, cerise sur le gâteau, Emotibox a reçu le trophée de la start-up de l'année 2020 lors de la 15e édition de la fête de l'entreprise. Qu'est-ce que ça représente, ce trophée ? Eh bien, c'est une belle récompense parce que c'est un projet auquel peu de personnes croyaient au départ. Et du coup, ça nous a permis de nous rendre compte devant 3000 entrepreneurs qu'il y a un véritable impact grâce à nos cartes. Et puis, c'est aussi pour toute l'équipe qui travaille avec moi, Valérie, Philippe, Martha, voilà, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, c'est aussi une belle récompense pour eux et pour leur remercier aussi de me faire confiance. C'est difficile de créer un jeu de société comme celui-ci ? Je dirais que le plus difficile, c'est d'avoir l'idée. Et ensuite, il faut avoir les moyens pour le faire. C'est pour ça, dans ce sens-là, qu'on recherche des investisseurs. Mais après, voilà, nous, le plus difficile, vraiment, c'est d'avoir l'idée du contenu, en tout cas. En tout cas, vous l'avez eu. Merci d'avoir eu cette idée. Combien coûte le jeu ? Alors, les jeux sont à 20 €. 20 € l'unité. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, on peut les trouver sur notre site internet, qui est www.emoticarte.com. On peut également les trouver dans les grandes enseignes, genre Cultura, la Fnac, les espaces culturels Leclerc et encore bien d'autres enseignes et sur Internet. Bon, vous l'avez compris, du coup, pas de raison pour ne pas jouer à ce super jeu sur les émotions. Et puis, je rajoute d'ailleurs que vous nous en avez apporté pour qu'on puisse en faire gagner. Hop, je vous les laisse. Super. Merci beaucoup. Je les prends tout de suite avec moi. Je vous rends votre carte quand même pour que votre jeu soit complet. Et merci beaucoup d'être venu nous parler d'Emoticartes ce soir. Je vous laisse regagner la régie. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, avant de clore cette émission, c'est Vincent Poirier qui me rejoint pour sa sélection BD. Où est Vincent ? Vincent devrait arriver. Je peux effectivement aussi vous parler des BD toute seule, puisque je les ai lus. J'ai fait mes devoirs. Vincent, viens à ma rescousse. Tu parles mieux des BD que moi. On va voir, peut-être pas. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça va bien. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu n'allais... Je visitais les locaux, c'est magnifique. Ils sont tellement beaux, tu le sais. Alors, donc ce soir, on parle de 3 BD. Oui. 3 BD, alors qu'une belle sélection. Elles sont toutes écrites par des femmes. Eh oui, c'est effectivement quelque chose que j'avais envie de mettre en avant cette semaine. Dimanche, c'était la Journée internationale des droits de la femme. C'est un prétexte comme un autre, mais en fait, et surtout, elles sont là, elles sont omniprésentes dans la bande dessinée et le public ne s'en rend pas forcément compte. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant de le valoriser avec des titres d'excellente qualité. C'était pas prévu au préalable. En fait, j'ai commencé à sélectionner les derniers coups de cœur et j'ai vu qu'il y avait quand même un petit point commun. Elles sont derrière, ce sont des autrices, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Elles sont derrière ces beaux albums, très différents tous, et qui méritent tous, je crois, effectivement, qu'on en parle aujourd'hui. Et bien justement, on commence avec la sélection, on commence avec La Nuit et mon royaume. Oui, La Nuit et mon royaume de Claire Fauvel. La Nuit et mon royaume, c'est
Alors c'est une histoire très musicale, hein. Il n'y a pas de je spoil rien, tout est sur la couverture dès le départ. C'est la découverte de la musique par une demoiselle, c'est la découverte d'une vocation, d'une passion, une passion qui va être légitime puisqu'elle a une vraie prédisposition à l'écriture de la musique et à sa réalisation. Donc on découvre l'histoire d'une ascension mais avec une jeunesse en recherche d'elle-même, une ascension mais aussi avec évidemment énormément de rebondissements qui vont rendre les choses plus ou moins simples. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs moments où on se dit « Ok, je vois où on va ». Et ces moments-là se traduisent toujours par une véritable surprise, un véritable renouvellement d'une histoire qui n'est pas du tout celle qu'on avait imaginée. Mais c'est pas déroutant pour autant. C'est pas déroutant, en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est ce qui rend ce titre d'autant plus fort et réussi parce que justement, on a quelque chose d'extrêmement concret, réel, qui va se passer et pas une histoire linéaire avec un point A jusqu'à un point B avec... voilà, 2-3 événements. Non, les choses vont être sans arrêt remises en question et c'est ce qui rend le titre vraiment passionnant. On continue la sélection? On continue la Et sélection. on continue avec Flippette et Vénère et je t'avoue que c'est mon coup de cœur. Ah bah, j'en suis Pour le ravi coup. parce que c'est un titre qui est très dense, qui a énormément de choses. Alors on a peu de temps, on pourrait en parler je pense pendant une demi-heure Oui. assez facilement, mais c'est un titre qui a énormément de contenu. Alors c'est tous des titres qui ont une vraie portée psychologique déjà je trouve au niveau de la construction. Absolument. Flippette et Vénère, c'est les surnoms qui sont donnés, je pense d'ailleurs avec beaucoup de tendresse à l'autrice elle-même, à ses personnages, deux sœurs que tout rassemble et tout oppose à la fois. Elles sont nées des mêmes parents, elles ont un vécu commun, mais elles ont pris deux directions complètement différentes. Vénère, on va être sur la militante passionnée, on va dire. Anarchiste Hein, aussi, elle va au bout du militantisme. Flippette, c'est un petit peu l'inverse. Elle est spectatrice, elle est prudente, elle a peur, elle ne sait pas où on va. Le changement, tout lui fait un petit peu peur et elle ne sait pas vraiment comment y aller. Sa sœur, la première dont je parlais, va être immobilisée. Elle va aller voir sa sœur. Et là, elle va découvrir tout un monde qui lui était complètement inconnu et surtout qui était à l'opposé exact de ce qu'elle était prête jusque-là à faire. Et ça va être à la fois un jeu de révélation, mais aussi presque, j'ai envie de dire, une sorte de yin et yang qui vont à la fois s'opposer et se rassembler. Et qui sont de l'aveu de l'autrice de ce que j'ai lu d'une interview, un petit peu ses propres facettes à elle, où elle est un peu d'un côté, elle est un peu de l'autre, et en même temps les deux milieux lui font peur ou incertains. Enfin, ça pose beaucoup de questions sur soi-même, sur les autres, sur notre société, évidemment. Aussi, parce que je trouve que c'est un très beau reflet aussi de notre société. C'est ça, parce que ça permet d'avoir un éventail extrêmement large, avec finalement ces deux extrêmes, et ça aborde plein de points avec beaucoup de justesse, beaucoup d'intelligence et un travail narratif dans le dessin qui est brillant parce qu'on se laisse complètement porter. Voilà, c'est immédiat. Je suis content que ce soit ton coup de cœur. Oui, et puis alors à noter, et ça c'est vraiment aussi ce qui m'a plu dans la BD, les couleurs qui sont employées. Parfois elles ont la peau verte, la peau bleue, mais à aucun moment on décroche. Qui est très étonnant, déstabilisant. On le voit sur les couvertures, ou dès les couvertures, on a justement un jeu de couleurs qui n'est pas celle qu'on attend, d'un coloriage, on va dire, classique de dessin. Et ben en fait, ça va donner toujours une force et ça va même donner une tonalité presque à oui, chaque tout à case, fait, ouais. à l'atmosphère du moment. Et c'est très très fort. Et en lecture, on n'est pas à se dire mais pourquoi cette couleur? En fait, ça glisse tout seul, c'est formidable. Alors, on finit cette sélection, déjà on l'a fini, avec Calpurnia, tome 2. Oui, Calpurnia, tome 2, suite et fin. C'est la suite et fin de l'adaptation du roman de Jacqueline Kelly, qui est un roman qui se passe à la toute fin du 19e, toute fin même, on finit, oui. On aborde le 20e siècle, on est au Texas, on est dans une famille avec, je crois, 7 frères et une fille, Calpurnia. Une fille qui va être un petit peu, j'ai envie de dire, maternée dans le sens de ce que doit être une fille. Et elle a un grand-père naturaliste, elle va s'intéresser à autre chose que la broderie. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que malgré la distance temporelle et même, j'ai envie de dire, géographique, c'est très actuel. C'est très actuel. Ça pose effectivement plein de questions sur le genre, sur comment on prédispose les garçons, les filles, dans l'éducation, dans le quotidien, dans la société. Mais le tout est fait de manière extrêmement subtile et délicate. C'est un bonheur de lecture, le dessin. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'a beaucoup plu il également. Est beau, hein. Il a quelque chose de chaud, il a quelque chose d'extrêmement élégant. Donc voilà, ça peut être lu très jeune. On n'en a pas parlé jusque-là, mais Calpurnia, c'est autour des 10 ans le point de départ de l'histoire, de lecture. La jeune Calpurnia a 11 ans, elle de son côté. Le tout premier, La nuit est mon royaume, on va être sur un lectorat plutôt ado en point de départ, Flippette et Vénère, jeune adulte. Donc voilà, c'est graduel, ça monte. Mais tous ont une identité et tous vont offrir un autre regard sur la femme.
Merci c'est très, très beaucoup bien. Vincent pour Merci cette à toi, très Clémence. belle sélection. Alors c'est déjà la fin d'Accès Direct, juste après une page de publicité, c'est le journal. À 19 h, ne manquez pas le débat spécial élection municipale à Albertville. Passez une très belle soirée et nous on se retrouve demain sur 8 Mont Blanc.